Nous accueillons Nicolas Prantzos, qui est directeur de recherche au CNRS. Il travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris. Sa spécialité, c'est l'astrophysique nucléaire et l'évolution galactique. Mais il se passionne aussi depuis de nombreuses années sur la question de l'intelligence extraterrestre ou de la vie extraterrestre. Il a d'ailleurs reçu le prix Jean Rostand pour son livre « Voyage dans le futur ». Donc pour l'instant, où sont-ils et sont-ils là? Existent-ils déjà? Nicolas. Merci Job, merci à Ciel et Espace pour l'invitation, merci à vous tous d'être ici ce soir. Les sujets que va nous occuper un peu cet après-midi est un sujet qui a occupé l'humanité depuis l'aube de temps, on dirait. Et je suis sûr, chacun d'entre vous et chacune d'entre vous, au moins, à une période de votre vie. Je réponds à Job tout de suite. On ne connaît pas la réponse et on ne la saura pas probablement avant très très longtemps. Mais il est toujours intéressant de voir qu'on a commencé depuis quelque temps à pouvoir adresser certains aspects de cette vaste question très complexe de manière quantitative. Et c'est ça que je vais essayer de faire. Commençons par les débuts, et les débuts très souvent, c'est dans l'Antiquité grecque. Pas forcément parce que les Grecs étaient plus intelligents que les autres, mais au moins ils ont laissé les traces écrites de leurs réflexions. Ainsi, Métrodore, un des disciples d'Épicure, disait qu'il est aussi absurde de concevoir un champ de blé avec une seule tige qu'un monde unique dans ce vaste univers. Et on comprend très bien son argument, mais les plus grands penseurs de l'Antiquité, Platon et Aristote, n'étaient pas d'accord avec cette vision. Pour eux, il existait un seul monde habité et c'était la conséquence du système géocentrique et de la physique d'Aristote qui croyait que la Terre est au centre de l'univers avec tous les autres objets célestes tournant autour d'elle. Tout ce qui se trouve en dessous de l'orbite de la Lune est composé de 4 substances, l'air, l'eau, le feu et la Terre, et de leur combinaison. Ce monde est changeable, il y a des modifications, des changements là. En revanche, tout ce qui est au-delà de l'orbite de la Lune, les planètes, le Soleil, les étoiles, sont faits d'une substance qui n'existe pas sur Terre, le fameux éther, qui est inaltérable, éternel. Il n'y a pas de changement là-haut. Donc, il ne peut pas y avoir des êtres vivants, des planètes comme d'autres terres, en d'autres termes. Et on va voir que cette dichotomie entre la possibilité que les choses qui existent là-bas existent aussi là-haut, qui concernent aussi l'intelligence extraterrestre, et l'autre vision du monde, comme quoi il y a quelque chose d'exceptionnel ici-bas, c'est essentiellement le même problème qu'on a aujourd'hui, mais en des termes différents, légèrement différents. Alors, je vais passer très rapidement parce que cette question a occupé les gens pendant très longtemps. La vision d'Aristote s'est imposée en Occident pendant une vingtaine de siècles environ. Son autorité était énorme. Les penseurs du Moyen-Âge y ont réfléchi aussi. Et Saint-Augustin pensait qu'il y a un événement unique dans l'histoire du monde, qui est la mort et la résurrection du Christ. Et cette unicité est incompatible. S'il y avait d'autres mondes habités, il devrait y avoir aussi un Christ là-bas pour le sauver, etc. Et donc, ça ne pouvait pas se faire. Et pourtant, si Dieu est tout-puissant, pourquoi il n'aurait pas fait d'autres mondes? Qu'est-ce qui l'aurait empêché? Comme pensait Albert le Grand. Enfin, il s'interrogeait. Et son étudiant, son disciple, saint Thomas d'Aquin, il a répondu par un argument de réduction à l'absurde. Si Dieu avait créé d'autres mondes, il les aurait fait soit tous pareils, soit tous différents. Il est vrai qu'il est difficile de trouver une troisième possibilité. Alors, s'ils étaient tous pareils, ça n'a pas beaucoup de sens pour un être immensement sage de faire la même chose tout le temps. C'est incompatible avec l'économie de la sagesse divine. S'il les a fait tous différents, certains seraient meilleurs que les autres, plus parfaits que les autres. Et comme il est impossible d'imaginer Dieu faire quelque chose qui n'est pas parfait, cette solution doit aussi être rejetée. Donc, seule conclusion, il y a un seul monde, le nôtre. Pas mal comme argument. Mais aujourd'hui, ça nous fait sourire, mais à l'époque, on ne plaisantait pas avec ce genre de choses. Parce que Giordano Bruno, qui a osé d'affirmer qu'il y a d'autres mondes dans l'univers,
il a eu la malchance de tomber sur l'Inquisition et il a été brûlé. Il a fini sur les bûchers. Mais c'était la fin d'une époque. C'était la Renaissance et le système héliocentrique de Copernic s'est substitué au système géocentrique d'Aristote. Et surtout, c'est qui nous fait dire aujourd'hui que la position de notre planète, la Terre nous-mêmes, n'a rien d'exceptionnel. C'est ce qu'on appelle aussi principe de médiocrité ou principe copernicien. Notre position dans l'univers n'a rien d'exceptionnel. Et pas seulement ça, pas seulement la position sur le plan géométrique, mais aussi grâce aux observations de Galilée et à la formulation de la théorie de gravité par Newton, on a compris que les lois physiques sont les mêmes, ici-bas et là-haut. Notamment la loi de la gravitation qui fait que les tombes tombent sur la Terre exactement pour la même raison que la Lune tourne autour de la Terre et la Terre tourne autour du Soleil. Tous ces phénomènes sont décrits par une seule et même loi très élégante. Et cet argument-là, maintenant, peut nous faire penser que, bon, Aristote, il est clair qu'il était out, mais est-ce que pour autant, Métrodore avait raison? Parce que la situation n'est pas aussi simple que ça. Même si les lois sont les mêmes partout, est-ce que les conditions physiques dans lesquelles se trouve le reste de l'univers sont les mêmes partout? Il se peut que les conditions sont spéciales, donc le résultat doit être rare ici-bas. Il peut être rare. Et aussi, quand on parle des autres, on n'a pas en tête forcément des bactéries ou des microbes. On parle des êtres vivants, doués d'intelligence, etc. Et ça nécessite pas seulement des lois physiques, mais aussi d'autres types de lois qui ont mené jusqu'à l'intelligence lors de l'évolution de la Terre, des lois biologiques, sociologiques, etc. Et pour ces lois-là, on n'a aucune idée. Est-ce qu'ils sont les mêmes ailleurs ou très différentes? Donc le problème n'est pas forcément résolu. Alors, aujourd'hui, on sait effectivement... excusez-moi, avant d'arriver là, je voudrais vous donner un exemple du premier de ce « mais » que j'ai mis là-bas. Même loi, mais des conditions spéciales. Au début du XXe siècle, on ne connaissait pas très bien comment notre système solaire a été formé. Je ne sais pas si Alessandro vous a parlé, mais il y avait, selon une théorie du célèbre astronome britannique James Jeans, notre système solaire a été formé quand une étoile est passée près du Soleil. Et son attraction gravitationnelle, les effets de marée, comme on dit, a arraché une partie de l'enveloppe du Soleil. Selon une deuxième version, c'est plutôt l'attraction gravitationnelle du Soleil qui a arraché une partie de l'enveloppe de l'étoile. Et ce lambeau-là a été capturé par le Soleil ou était resté autour du Soleil et petit à petit s'est fragmenté pour donner naissance aux planètes. Alors, si cette théorie était correcte, il s'agirait forcément d'un événement extrêmement rare. Un passage d'une étoile si près, c'est extrêmement rare pour les données de la Voie lactée. On connaît les distances moyennes dans l'histoire de la Voie lactée. Et donc, il se pourrait très bien qu'on ne soit pas nécessairement seul, mais que l'existence des systèmes solaires soit vraiment un événement très très rare dans l'histoire de la galaxie. On n'avait aucune idée à l'époque. On n'avait pas détecté d'autres systèmes planétaires. Mais à la fin des années 60, grâce au physicien russe Safronov, sa théorie comme quoi le système solaire a été formé par une condensation gravitationnelle des nébuleuses protosolaires et comme il tournait, la force centrifuge a créé un disque aplati dans lequel les planètes ont été formées par la condensation du gaz et des poussières. Si c'est le cas, ça veut dire, comme on sait maintenant, on sait que les étoiles sont formées par une condensation du gaz. Donc ça devrait être un événement très fréquent. Auquel cas, on revient dans le cas de Métrodore. Mais les auteurs de science-fiction, notamment au XXe siècle, n'ont pas attendu Safronov. Ils pensaient qu'effectivement, il devait y avoir beaucoup de systèmes solaires et des extraterrestres surtout. Et je ne peux pas résister à la tentation de vous présenter la vision de mon auteur préféré de science-fiction, Arthur Clarke. Je vais vous lire un passage parce qu'il parvient à décrire de manière à la fois poétique et précise sa vision des intelligences extraterrestres. Derrière chaque être vivant, il y a 30 fantômes, car tel est le rapport des morts aux vivants. Depuis l'aube de temps, environ 100 milliards d'êtres humains ont vécu sur cette planète.
le nombre est correct, le chiffre est correct. On pense que depuis le début de l'humanité, il y a quelques millions d'années, environ 100 milliards d'êtres humains. En revanche, le rapport n'est pas tout à fait correct parce qu'à l'époque où il écrivait ce passage, il y avait 3 milliards. La population de la Terre, c'était 3 milliards. Aujourd'hui, c'est presque 8 milliards. Donc, il faut diviser pratiquement par 15. Il n'y a pas 30 fantômes, mais 15 fantômes derrière chacun d'entre nous. Et ce nombre est très intéressant, car par une curieuse coïncidence, il existe environ 100 milliards d'étoiles dans notre univers local, la Voie lactée. Ainsi, pour chaque homme qui vécut jamais, une étoile brille dans l'espace. Mais chacune de ces étoiles est un soleil, souvent plus lumineux et plus puissant que cette petite étoile proche de nous que nous appelons le Soleil. Et de nombreuses étoiles de la Voie lactée, la plupart sans doute, possèdent des planètes qui tournent autour d'elles. Ce n'était pas connu, c'était un pari à l'époque. Ainsi, il existe certainement de par l'univers assez de monde pour donner à chacun des hommes qui habitèrent la Terre un paradis ou un enfer qui n'appartient qu'à lui. Combien de ces paradis, de ces enfers sont actuellement habités et par quel genre de créatures, il nous est impossible de les deviner. L'étoile la plus proche est encore des millions de fois plus éloignée que Mars ou Vénus, qui, pour les générations à venir, reste des buts difficiles à atteindre. Mais la muraille de distance s'effondre. Un jour, parmi les étoiles, nous rencontrerons nos égaux ou nos maîtres. C'était la préface de 2001, l'Odyssée de l'espace, d'Arthur Clarke. Une description extrêmement poétique, avec le pari qu'il y aura presque chaque étoile aura des planètes autour d'elle, et aussi le pari qu'il y aura des êtres comme nous et même plus avancés que nous. Ce qui reste à prouver. En tout cas, dans les années 60, déjà c'était à l'époque à peu près où Clarke écrivait ça, l'idée d'essayer d'explorer l'existence d'intelligence extraterrestre ailleurs est venue d'explorer de manière scientifique par des outils à notre possession, est venue de deux physiciens américains, Cockone et Morrison, qui ont suggéré qu'il faudrait utiliser des signaux radio extraterrestres. Pourquoi radio? Parce que les signaux radio ne sont pas absorbés par le gaz et les poussières de la galaxie, du disque de la galaxie, donc on peut voir beaucoup plus loin en radio, recevoir et émettre. Et puis, les ondes radio ont moins d'énergie que les autres longueurs d'onde électromagnétiques pour le transport de même quantité d'informations. Donc, on peut transmettre plus d'informations en radio qu'en visible, par exemple, ou en rayons X. Et cet article conclut avec cette phrase: « Il est difficile d'évaluer nos chances de succès, mais si on ne cherche pas, elles seront nulles. » Ce qui est vrai aussi. Mais entre nul et très, très peu probable, oui, il y a une différence, mais quantitativement, c'est très proche parfois. Alors, le premier qui a essayé de mettre en application ces idées, c'était un jeune astronome, radioastronome américain, Frank Drake, avec son projet OSMA, où il a observé des étoiles proches avec le radiotélescope de Green Bank en Virginie. Il n'a rien trouvé, bien sûr, mais il a convoqué une conférence à Green Bank en 1961, la première conférence de ce genre, et pour préparer cette conférence, il a construit quelque chose qui, pendant très longtemps, est resté comme un outil indispensable à ce genre de recherche. Cette fameuse équation de Drake, c'est une formule essentiellement, vous le voyez écrire derrière cette formule. Il a essayé d'évaluer quelles sont les chances de succès de cette recherche radio. Et pour avoir une idée si on a des chances ou pas, il faut avoir une idée de combien il y en a de ces civilisations. Et il a écrit ce nombre comme un produit de 7 facteurs que vous voyez ici. Chacun de ces facteurs, je vous le détaille. Le premier, c'est les taux de formation stellaire dans la Voie lactée. Combien d'étoiles sont formées par unité de temps. Le deuxième, c'est la fraction des étoiles qui ont des planètes. Le troisième, le nombre de planètes telluriques, c'est-à-dire comme la Terre. Mais dans la zone habitable de ce système, là où la température est telle qu'elle permet l'existence de liquide. Et puis, 3 fractions aussi qui sont qu'on ne connaît pas. La fraction des planètes sur lesquelles la vie est apparue, celle où la vie a évolué jusqu'au niveau de l'intelligence, difficile à situer à quel moment apparaît l'intelligence, et puis la fraction
de planète où l'intelligence est arrivée au niveau technologique et capable donc de communiquer en non-radio, en l'occurrence. Et le dernier terme, c'est la durée de vie moyenne de ces civilisations à cette phase technologique. Parce qu'effectivement, ils peuvent arriver au niveau d'émettre des ondes radio, mais s'ils disparaissent au bout de 10 ans, ça ne va pas nous aider beaucoup. Donc, le premier taux, il était connu à peu près quand Drake a formulé cette équation. Le deuxième terme, on a commencé à avoir quelques idées beaucoup plus tard, c'est-à-dire à partir du moment où on a commencé à faire des statistiques sur les planètes extrasolaires. Je suppose qu'avec Alessandro, vous avez vu tout ça. Ainsi que le nombre de planètes autour des étoiles, et puis les autres termes, tout ce qui est lié à la vie, l'intelligence, la technologie, et puis la durée de vie de ces civilisations technologiques, pour l'instant, est totalement inconnue. L'évaluation donc de ce nombre dépend beaucoup de celui qui le fait, et déjà à l'époque, et même aujourd'hui, on peut supposer que c'est entre 1 et plusieurs millions. On va voir même qu'on peut admettre que c'est inférieur à 1. On verra dans un instant. Alors, pourquoi on a commencé? Je vais très rapidement là-dessus, je suis sûr que vous connaissez ça. En 1995, Queloz et Mayer ont détecté la première planète extrasolaire. Depuis, on connaît presque 5000, jusqu'à quelques centaines d'années-lumière autour de la Terre. Et ce qui nous intéresse, comme on a dit, c'est celles qui se trouvent, d'une part, ils sont telluriques, de type terrestre, donc rocheuses, et non pas des géantes gazeuses comme Jupiter. Et puis, ça ne suffit pas, parce que Mercure est aussi une planète tellurique, mais elle est trop proche du Soleil, donc la température est énorme, il n'y a pas de liquide à sa surface, donc ça nous intéresse les planètes qui sont à une bonne distance, ce qu'on appelle la zone habitable. Alors, maintenant, avec quelques milliers de planètes, on peut commencer à faire des statistiques et, selon les dernières données, la fraction des étoiles de type solaire qui ont des planètes telluriques dans leur zone habitable, c'est de l'ordre de 5 à 10%, ce qui fait que le nombre dans la galaxie, c'est de l'ordre du milliard. Bon, je ne suppose pas si c'est quelques fois plus bas ou plus haut, ça ne change pas énormément notre sujet. Mais en tout cas, elles doivent être nombreuses. Et ici, vous avez quelques illustrations avec les planètes du système solaire à droite, la Terre tout en haut, et puis à gauche, comme c'est par rapport à leur distance, rangé par ordre de distance par rapport à la Terre, à l'année-lumière, vous voyez, la plus proche, curieusement, c'est près de l'étoile la plus proche, Proxima de Centaure, à 4 années-lumière. Et puis les autres que j'ai soulignés là, c'est les planètes autour du trappiste, du système de trappistes, 1, 2, E, F et G, c'est le nom de planètes, plutôt leur symbole, et il y en a 4 dans la zone habitable de ce système extrasolaire. Alors, je vais juste dire un mot sur la recherche des ondes radio. Ça a été très populaire dans les années 60-70. Dans les années 80, ça a commencé à s'essouffler. Ça a été beaucoup promis par l'astronome américain Carl Sagan, un grand popularisateur de la science. Mais l'ampleur de la tâche était énorme. On ne sait pas dans quelle direction il faut regarder, dans quelle fréquence, combien d'étoiles il faut observer, combien de temps, etc., etc. Donc, ce n'est pas étonnant que ça n'a pas donné de résultats. Et c'est pour cette raison que la NASA, au début des années 90, a cessé de financer ces genres de recherche avec le radiotélescope. La recherche a continué avec des fonds privés. Par exemple, depuis un moment, ils utilisent un réseau de télescopes au nom d'un des fondateurs de Microsoft, de Allen. Et puis surtout, ça a reçu une aide inespéré en 2015, quand un milliardaire russe, Yuri Milner, a décidé de consacrer 100 millions à ce genre de recherche, un projet qui va durer 10 ans, donc il est à peu près au milieu. Son objectif, c'est d'ausculter 1 million d'étoiles proches avec quelques radiotélescopes parmi les plus puissants sur Terre. Pour l'instant, on est au milieu du projet, ça n'a rien donné, pour autant que je sache. Alors maintenant, on va revenir à l'équation de Drake et on va la regarder de manière un peu plus quantitative. Tout d'abord, il y a beaucoup de termes là. Et ce n'est pas facile d'analyser quelque chose qui est décrit, qui a beaucoup de paramètres. On va essayer de compacter cette équation
Je suis désolé, ce sera un tout petit peu plus technique, on va utiliser, mais je vous assure, il n'y a rien de très compliqué. On va regrouper ces termes. Un premier terme, les trois premiers termes, on va les regrouper dans un terme qu'on va appeler astrophysique, ou astronomique si vous voulez. Le deuxième terme, c'est tout ce qui est lié à la vie en intelligence et la technologie. On peut l'appeler biotechnologique. Et le troisième terme sera, le dernier terme de l'équation de Drake, la durée de vie. Bon, maintenant on se retrouve avec trois termes seulement. On n'a pas à se compliquer la vie avec beaucoup de termes, parce qu'on pourrait en rajouter d'autres si on voulait. Alors, pour le premier, c'est le seul facteur où maintenant, grâce aux statistiques qu'on a évoquées tout à l'heure, on peut dire quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est sa valeur, le taux de formation des planètes habitables dans la galaxie aujourd'hui. C'est une planète habitable tous les 10 ans environ. Ce qui fait que sur 10 milliards d'années, l'âge de la galaxie, ça fait quelque chose comme 1 milliard. Bon, celui-là, on va le garder. Ça vaut ce que ça vaut, mais bon, peut-être qu'on se trompe d'un facteur de quelques, mais ce n'est pas grave. Le terme biotechnologique, là, on ne connaît rien. En fait, si, on connaît quelque chose, parce que dans la mesure où il s'agit de fractions, une fraction, c'est quelque chose inférieur à 1. Et les produits de trois termes qui sont inférieurs à 1, c'est aussi inférieur à 1. Donc, au moins, on a une limite supérieure là. On ne sait pas quelle est la valeur. Ça peut être 1 millième, 1 millionième, 1 milliardième. Mais en tout cas, c'est inférieur à 1, le deuxième terme. Et le troisième, bien sûr, on ne sait pas. Mais on peut jouer avec ces trois termes. Et on peut faire un diagramme comme ça, j'espère que ça ne vous effraie pas trop, où sur l'axe horizontal, il y a la durée de vie, L, en année. C'est une échelle logarithmique. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ces notations logarithmiques. 10 puissance 2, c'est 100. 10 puissance 3, c'est 1000, et ainsi de suite. 10 puissance 6, 1 million. Et l'axe vertical, aussi logarithmique, avec la même notation, c'est le nombre de civilisations. Donc on a N en fonction de L. On a fixé la valeur de R astro à 0,1 par an, ce que vous avez là-haut. Donc, celui-là ne bouge pas. Et qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste le deuxième terme, F biotech. Et ce terme, on a dit qu'il a une valeur supérieure égale à 1. Donc, dans ce cas-là, la relation entre N et L, si celui-là est fixé et si celui-là a la valeur supérieure, qui est de l'ordre de 1, et celle-là, c'est une courbe ici, sur un plan logarithmique, un produit, c'est une ligne droite. Et puis, si on fait baisser ces facteurs-là, parce qu'on ne sait pas quelle est sa valeur, 0,01, 1 dix millième, 1 millionième, on a ces courbes-là. Et donc, si vous fixez une valeur de la durée de vie d'une civilisation, et si vous connaissez par hasard quelle est la probabilité que ça arrive jusqu'au niveau technologique, vous pouvez avoir combien de nombre de civilisations on s'attend dans la Voie lactée. Ici, c'est 100. Et comme c'est un produit, on peut récupérer le même nombre, on peut avoir 1000 civilisations partout ici, soit si chaque planète habitable a une civilisation technologique, là le facteur est égal à 1, mais il se peut qu'il soit 100 fois moins, là c'est 1 centième, ce facteur-là, mais il faut, pour compenser, qu'ils vivent 100 fois plus, 1 million au lieu de 10 000 d'années. Bon, voilà, c'est tout ce que... On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais une première chose, vous pouvez voir ici, c'est qu'il y a une région jaune ici, en dessous de la ligne n égale 1. Si par exemple, une civilisation vit 10 000 ans ici, et la probabilité c'est de 1 dix millième, et multiplié par ça, on arrive à 0,1. A priori, on pourrait penser que ça n'a pas de sens. 0,1, un dixième de civilisation, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je vais vous donner un exemple facile à comprendre. Imaginons un petit village quelque part abandonné par ses habitants. Il y a un habitant qui a conservé sa maison et qui vient passer ses vacances d'été, 1 mois par an. Au mois d'août, il ouvre sa maison, il reste là, et puis au mois de septembre, il s'en va, et pendant 11 mois, il n'y a personne dans le village. Alors si on essaye de faire un recensement de la population du village, si on envoie quelqu'un pour recenser la population, qu'est-ce qu'il va trouver?
0 ou 1. 11 mois dans l'année, s'il passe, il ne va trouver personne. Mais s'il passe au bon mois, il trouvera quelqu'un. Et si on envoie plusieurs, il y aura une chance sur 12 pour qu'on trouve quelqu'un. Donc, statistiquement parlant, la population du village peut être un 12e. Et cette définition statistique nous permet aussi de dire qu'il y a des civilisations seules dans la Voie lactée, ce qui peut être notre cas. Mais seul dans l'espace ne signifie pas forcément être seul dans le temps, ni être le premier, ni être unique. On peut être seul sans être à rien de tout ça. Vous pouvez imaginer ici, pour transposer cet exemple au niveau de la galaxie, une civilisation qui apparaît dans la Voie lactée, qui vit pendant 100 000 ans. Après, elle disparaît. Pendant 900 000 ans, il n'y a rien dans la galaxie. Et puis une autre civilisation apparaît, encore 100 000 ans. Bon, ça peut être n'importe quelle durée. J'ai mis ça pour illustrer. Et puis ainsi de suite. Et pendant 100 000 ans, ce qui est une fraction qui permet de faire beaucoup de choses, cette civilisation a pu explorer la Voie lactée, n'a rien trouvé. Et c'est tout à fait possible que ce genre de phénomène se produit plusieurs fois. Des milliers même de civilisations technologiques ont pu éclore dans la Voie lactée, vivre assez longtemps, des dizaines ou des milliers, centaines de milliers d'années, et même coloniser leur voisinage. Et pendant tout ce temps, ils étaient seuls dans la Voie lactée. Et puis elles sont disparues, sans pouvoir communiquer avec qui que ce soit, ignorant que les autres les ont précédés, et inconnus à leurs successeurs. C'est une possibilité comme tant d'autres. Mais vous voyez bien que être seul ne signifie pas du tout être le premier ou être unique. Parce que souvent, on a l'impression de dire que comment ça se fait que... Pourquoi on serait seul, il n'y aurait personne d'autre? Est-ce qu'on est unique? Est-ce qu'on revient à la conception d'Aristote ou de saint Thomas d'Aquin? Non, pas du tout. Il se peut tout simplement que l'événement qui a créé la vie sur Terre, qui a conduit jusqu'à l'intelligence, est très, très rare. Ce qui fait que même dans 100 milliards d'étoiles, il n'y a personne d'autre aujourd'hui. Mais peut-être qu'il y en a eu il y a 1 million d'années, quelque part. Donc ça, c'est une possibilité qu'il faut toujours garder en tête quand on parle de la difficulté de trouver une civilisation dans la Voie lactée. Ou est-ce que c'est possible que c'est plutôt eux ou elles qui nous trouvent? Et ça nous amène au célèbre paradoxe de Fermi. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont entendu parler. Enrico Fermi, c'était un grand physicien italien qui s'est réfugié aux États-Unis quand Mussolini est monté au pouvoir en Italie. Et lors d'une discussion avec ses collègues au laboratoire militaire de Los Alamos en 1950, ils ont discuté sur les UFO, c'était les ovnis qui commençaient à apparaître à cette époque-là, en 1947, le premier rapport d'un UFO. Et ils se sont mis d'accord qu'il n'y a aucun signe de la présence d'extraterrestres, de vaisseaux, de robots, d'artefacts sur Terre. Ils ne pensaient pas que les UFO étaient des signes d'extraterrestres. Et soudainement, Fermi, il a posé cette célèbre question, où sont-ils? En d'autres termes, s'ils existent, pourquoi on ne les voit pas? Il a fait une série de petits calculs, manifestement comme l'équation de Drake, mais on n'a aucune trace de ce qu'il a fait, pour avancer cet argument, ou argumenter que s'ils existent, on devrait les voir. Et cet argument, cette discussion est passée complètement inaperçue. En 1975, un autre astronome américain a redécouvert indépendamment cet argument de Fermi. Il a publié un long papier dans un style polémique, et il concluait qu'il y a peu d'autres civilisations et probablement aucune. Et corollaire, la recherche des signaux extraterrestres est une perte de temps et d'argent. Pourtant, la recherche des signaux extraterrestres battait son plein à cette époque-là. Donc ça a créé beaucoup de polémiques. Et c'est suite à ces polémiques que Carl Sagan a donné le nom, le paradoxe de Fermi, à cette polémique. Alors, il faut bien se dire que Fermi n'était pas le premier qui a trouvé ça. D'autres ont réfléchi avant lui, comme le père de l'astronautique, le russe Konstantin Tsiolkovsky. C'est celui qui, au tournant du XXe siècle, a formulé les équations de fusée. Et il est considéré comme le père de l'astronautique, vous le voyez ici. Et dans son livre « Rêve de la Terre et du ciel », Tsiolkovsky pensait que la sortie dans l'espace est naturelle, pas seulement pour l'homme. Il disait de manière caractéristique, la Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne reste pas au berceau toute sa vie.
mais aussi pour n'importe quelle autre civilisation. Et comme il y en avait qui étaient plus anciens que nous, ils devraient exister aussi. Alors pourquoi on ne les voyait pas? C'était le paradoxe de Fermi, mais sans l'appeler comme ça à l'époque. Mais sa réflexion, sa justification à lui, c'est que, comme il a écrit dans son livre, ils nous ont laissé évoluer par nous-mêmes pour atteindre la perfection et avoir notre contribution singulière à l'évolution du cosmos. Et pour ceux d'entre vous qui sont des amateurs de science-fiction, la célèbre série télévisée Star Trek à 1967, où ils allaient à l'encontre de plusieurs civilisations extraterrestres, il y avait la fameuse directive première selon laquelle la Fédération des planètes unies n'est pas supposée interférer dans le développement des autres espèces de l'univers. Ça, ce genre d'argument, c'est une des solutions possibles qui ont été avancées pour expliquer le paradoxe de Fermi, qu'ils nous observent de loin mais n'interviennent pas pour des tas de raisons. Alors maintenant, on va essayer de construire quelque chose de plus quantitatif en remarquant qu'il y a quelque chose qui manque à l'équation de Drake. Et c'est ce qui manque, c'est, même si on parle du nombre de civilisations dans la galaxie, cette formule n'a rien concernant la taille de la galaxie. Imaginons qu'on trouve un nombre n égale 1000 ou 1 million. En quoi ça nous avance? C'est une chose d'avoir toutes ces civilisations à quelques centaines d'années-lumière ou dizaines d'années-lumière de nous, ou les avoir à des millions d'années-lumière. Ce n'est pas du tout la même chose, ni pour la communication, ni pour expliquer pourquoi ils viennent ou ne viennent pas jusqu'ici. Il faut d'une certaine manière tenir compte des dimensions de la Voie lactée. Alors, la Voie lactée, on la connaît assez bien. Il y a une centaine ou 200 milliards d'étoiles dans un disque de 100 000 années-lumière de diamètre et de 2000 années-lumière d'épaisseur, en gros. Et le Soleil se trouve loin du centre, à 26 000 années-lumière, à une distance de 26 000 années-lumière, un peu à l'extérieur du bras Spiro. Donc, comme on connaît les dimensions de la Voie lactée, on connaît aussi son volume. C'est de l'ordre de 600 millions d'années-lumière au cube. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Déjà, on peut imaginer, il y a beaucoup de gens, y compris Carl Sagan, c'était un des premiers, qui ont imaginé qu'une civilisation peut se répandre dans la galaxie, à l'instar, il y a des modèles qui peuvent décrire une expansion de ce genre, des modèles soit de diffusion, soit de percolation, soit d'autres modèles mathématiques, un peu comme par exemple les populations du sud-est de l'Asie, qui ont commencé il y a 35 siècles de se répandre dans le Pacifique. Et petit à petit, au bout de plusieurs siècles, en fait, ils sont parvenus à coloniser complètement le Pacifique, en allant vers le sud jusqu'à la Nouvelle-Zélande et vers l'est jusqu'à l'île de Pâques. Alors, ces genres de modèles peuvent aussi être appliqués. Et vous voyez ici une application. Là, on suppose que la Voie lactée, que vous voyez par les bras spiraux, il y a 1 millier de civilisations. Donc, n de l'équation de Drake est 1000. Et chaque civilisation a une durée de vie d'1 million d'années. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, ils ont forcément 1 million d'années. Il y en a qui sont nés il y a longtemps, presque 1 million d'années, donc ils sont près de la mort, de leur collapse. Et il y en a qui sont nés il y a quelques milliers d'années, ou il y a un siècle, comme nous. Sur le plan technologique, entendons-nous bien. Quand on dit qu'on va envisager les voyages interstellaires, on va dire une civilisation qui est à ce stade de son développement. Alors, on va supposer aussi que toutes ces civilisations ont envie de se répandre dans la galaxie, d'explorer. Et la vitesse à laquelle ils peuvent aller, pas la vitesse de leur vaisseau, mais la vitesse à laquelle leur rayon d'influence augmente au fil du temps, c'est d'1 millième de la vitesse de la lumière. On pourrait imaginer des choses plus costauds, 1/10 de la vitesse de la lumière, mais il paraît très difficile de se répandre à cette vitesse dans la galaxie. Même si les vaisseaux peuvent atteindre cette vitesse, il faut aller dans plusieurs directions, il faut envoyer plusieurs missions, etc. Il faut explorer chaque fois un volume. Donc, dans ce cas-là, la taille de chaque petit cercle que vous voyez là est proportionnelle au rayon.
d'influence de cette civilisation. Et cet rayon, R, c'est la vitesse fois l'âge. Et on peut même déterminer un critère quantitatif. Quelle est la chance de rencontre entre nous? Nous, on se trouve là-bas. Les petits cercles, vous voyez, les petits cercles que vous voyez là-bas. Le Soleil est à 26 000 années-lumière par rapport au centre galactique. Alors, si ces cercles couvrent complètement le disque de la Voie lactée, ça veut dire qu'il y en a quelques-unes qui sont arrivées jusqu'ici. Auquel cas, le paradoxe de Fermi prend tout son sens. Il faut qu'on le voie quelque part, d'une certaine manière, les robots, les artefacts, etc. On peut donc déterminer une probabilité. Quelle est la probabilité de contact? Parce que finalement, c'est ça qu'il voulait obtenir Drake à la fin. Le nombre n ne veut rien dire. Ce qui nous intéresse, quelle est la probabilité de le rencontrer? Et cette probabilité, on peut la définir comme les volumes explorés. Je vous rappelle qu'ici, vous voyez une projection de tous ces volumes. La galaxie, en réalité, c'est à 3 dimensions. Ici, vous voyez les 2 dimensions, c'est la projection dans les plans du disque. Mais c'est en termes de volume qu'il faut s'exprimer. Donc, les volumes explorés divisés par le volume galactique. Si ce rapport est de l'ordre de 1 de l'unité, le paradoxe de Fermi a un sens. Mais si cette probabilité est beaucoup plus faible, si les paramètres qui rentrent dans ces calculs sont tels qu'on trouve un chiffre beaucoup plus petit, on comprend pourquoi ils ne sont pas là. Alors, maintenant, on a 2 ou 3 paramètres à jouer avec, qui est le nombre n, le nombre L, le nombre V. V, c'est la vitesse ici, d'expansion. Et on peut aussi faire plusieurs simulations de ce genre. Et vous voyez ici plusieurs figures. De bas en haut, vous voyez qu'on a peu de civilisations. On a n égale 2, 10, 100 et 1000 ici. Et de gauche à droite, c'est des durées de vie différentes. 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années, ainsi de suite. Et vous voyez que la première colonne, 10 000 ans, mais en 10 000 ans, ils n'ont pas le temps d'aller très loin. Donc vous voyez que la taille de cercle, c'est des petits points en fait, c'est très petit. Mais plus vous allez à droite, plus la durée de vie est longue, plus ils ont le temps d'aller loin, d'explorer. Et quand vous arrivez, même pour des vitesses pas forcément très, très élevées, 1 millième ici par exemple, 1 10 millième ici, mais ils sont assez nombreux, 1000, et ils ont une durée de vie tellement longue, plusieurs millions d'années. Ici, c'est 50 millions d'années, les derniers à droite, qu'ils peuvent couvrir l'ensemble de la Voie lactée. Et dans ce cas-là, le paradoxe de Fermi tient vraiment. Donc voilà, il s'agit d'une exploration quantitative du paradoxe de Fermi. Et c'était la première fois que ça a été fait. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, surtout si vous êtes intéressés à ce genre de questions, vous connaissez déjà le paradoxe de Fermi et les solutions possibles. Mais ça n'a jamais été exploré de manière quantitative. Et si on veut reprendre la figure qu'on a vue là-dessus, tout à l'heure, le même diagramme avec le nombre de civilisations et la durée de vie dans l'axe horizontal, et là, c'est colorié selon la probabilité. Quand la probabilité est forte, c'est la couleur, c'est jaune, c'est à droite du diagramme, là où les civilisations vivent assez longtemps. Et elles sont assez nombreuses. Et puis, petit à petit, on se déplace vers des probabilités de plus en plus faibles, 0,1, 1 centième, 1 millième, etc. Quand c'est en dessous des millièmes, il n'y a pratiquement aucune chance qu'il soit arrivé jusqu'ici. Et vous voyez que toute cette partie du diagramme, en bleu, ça correspond à des durées de vie relativement faibles. Mais combien? C'est même une durée de vie de 100 000 ans est très faible. Il n'y a aucune partie de ce diagramme. Même si les civilisations vivent 100 000 ans, s'ils se déplacent, s'ils se répandent dans la galaxie avec cette vitesse-là, on est toujours dans les bleus. Il faut qu'ils vivent assez longtemps pour pouvoir être arrivés jusqu'ici.
Et puis, dans ce genre de diagramme, on a toujours tendance, on est attiré par cette ligne-là, qui est la limite supérieure pour le facteur biotechnologique, égal à 1. Mais on peut imaginer que seulement une planète habitable sur 100 développe les technologies nécessaires, auquel cas, on est limité par ça. Et si c'est 1 sur 10 000, on est là. Donc, il y a des régions de ce plan qui peuvent être exclues. Si c'est vraiment quelque chose de très rare, une planète sur 1 million, ben, il ne reste plus rien pratiquement. Seulement une super civilisation qui vit 100 millions d'années, ou quelques civilisations pourraient effectivement explorer l'ensemble de la galaxie et arriver jusqu'à nous. Donc voilà, c'était un premier essai pour étudier et explorer le paradoxe de Fermi en termes quantitatifs. Et on voit quelque chose à laquelle on s'attendait, ça se produit. Le paradoxe de Fermi est valable seulement si on fait l'hypothèse qu'ils vivent assez longtemps et qu'ils sont assez nombreuses. Et on peut se poser, d'où les questions qu'on peut se poser. Est-ce que, déjà, ils sont rares? Ça peut arriver si le facteur biotechnologique inférieure à 1 sur 1 millième. Est-ce que leur durée de vie est courte, plus courte que quelques centaines de milliers d'années ou inférieure à 1 million d'années? On n'en sait rien, puisqu'on n'a pas rencontré pour l'instant une civilisation autre que la nôtre. Et même dans notre cas, notre durée de vie actuelle, depuis le temps qu'on maîtrise les radios, les signaux, l'émission des signaux radio, c'est de l'ordre de 100 ans. On est très bas, on est là. Si tous sont à notre niveau, il est clair que la probabilité est nulle. Alors, justement, à propos de ça, qu'est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'on peut être inspiré par notre propre civilisation? Parce qu'il y a des gens qui pensent que le fait qu'on est arrivé là, qu'on se trouve là où on est extrêmement improbable. On connaît plus ou moins bien maintenant l'histoire de l'évolution de la vie sur Terre. Depuis son apparition, il y a 3 milliards 800 millions d'années ici, et on sait que cette évolution a été marquée, surtout les 500 derniers millions d'années de vie pluricellulaire, de vie complexe, par 5 grandes extinctions en masse qui ont eu lieu. Et la dernière, et la plus célèbre sans doute, c'est l'extinction des dinosaures, il y a 65 millions d'années. Et vous savez que, déjà d'une part, que les dinosaures ont été tués, ont disparu en raison de la collision de la Terre avec un astéroïde qui n'était pas si massif que ça, c'était la taille du mont Everest. Et surtout que, grâce à la disparition des dinosaures, les mammifères qui jusque-là restaient à leur ombre, ne pouvaient pas s'imposer, ils ont pu s'émanciper et on est arrivé jusqu'à l'homme. Et pourtant, les dinosaures ont régné sur Terre pendant 150 millions d'années. Et pendant ce temps, l'intelligence ne s'était pas développée, n'avait pas apparu. On peut se demander donc si dans ces conditions, l'apparition de l'intelligence sur Terre n'est pas un événement dû au hasard, peut-être pas exclusivement, mais à grande partie. Par exemple, si cet astéroïde arrivait à son rendez-vous avec la Terre quelques heures plus tard, il n'y aurait pas de collision et les dinosaures seraient probablement toujours là. Et il n'y aurait rien, pas d'intelligence sur notre planète. Je doute que les dinosaures auraient pu développer une forme d'intelligence. Ils n'étaient pas faits pour ça. Donc c'est ça qui fait dire à de nombreux biologistes, parce que d'habitude, dans ce genre de problèmes, c'est plutôt les astronomes qui sont optimistes. Carl Sagan, par exemple, ou Frank Drake. Les biologistes, souvent, sont beaucoup plus sceptiques, justement parce qu'ils connaissent l'histoire de l'évolution de la vie et de l'intelligence sur Terre, et ils pensent que c'est quelque chose d'assez improbable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de raisons, bien sûr. Il y avait des causes de chaque étape. Mais certaines étapes étaient complètement dues au hasard. Pardon. Alors, on va terminer quand même à un moment. On peut se poser
la question « Où sont-ils ?» Il y a 3 grandes classes de réponses à cette question. Il y en a qui pensent qu'ils sont déjà ici ou ils ont été ici. C'est-à-dire, ils ou leurs sondes sont venus par le passé, ils ont observé ou même créé nos ancêtres. Vous vous souvenez le film 2001, l'Odyssée de l'espace, avec ce célèbre monolithe qui débarque dans la savane africaine et qui, d'une manière totalement mystérieuse, insuffle l'intelligence aux australopithèques de l'époque. C'est ce qu'il pensait Arthur Clarke dans ces livres-là, au moins. Mais d'autres pensaient aussi qu'ils ont laissé leurs traces, pas seulement les monolithes qui étaient sur la Lune, qu'on l'a découvert sur la Lune, comme vous savez, dans 2001, mais aussi ailleurs, par exemple dans la zone des astéroïdes, comme pensait notre astronome Michael Papagiannis. La deuxième classe de réponses, la plus nombreuse sans doute, qui essaye d'expliquer essentiellement le paradoxe de Fermi, c'est que ils sont là-bas, c'est-à-dire ils existent, mais ils ne viennent pas jusqu'à nous pour des tas de raisons. Ils ne désirent pas venir, ils ont d'autres intérêts, ils sont occupés avec leurs jeux vidéo ou des tas de choses de ce genre. Ils nous observent, mais ils ne se manifestent pas. C'est ce qu'il disait Tsiolkovsky, comme on l'a vu. L'astronome américain John Ball a proposé une vision similaire, l'idée des zoos cosmiques, comme quoi ils nous observent un peu comme nous on observe les animaux dans le zoo. Ils sont rares. L'arrivée jusqu'au niveau de l'intelligence est extrêmement faible, ce qui pourrait expliquer le paradoxe de Fermi. Ou ils ne peuvent pas, soit parce qu'ils ont une courte durée de vie, une durée de L très faible dans l'équation qu'on a vue tout à l'heure, et on a vu l'impact de L dans cette entreprise, où l'expansion interstellaire n'est pas rapide parce que c'est la vitesse d'expansion qui est très faible, où les voyages interstellaires sont simplement impossibles. C'est ce qu'il pense Frank Drake, il est toujours vivant, Frank Drake. Il doit avoir 85 ans maintenant, ou un autre célèbre astrophysicien britannique, Fred Hoyle. Il pensait vraiment que les voyages interstellaires sont une entreprise impossible. Est-ce que c'est vrai? C'est très difficile de le dire. Il n'y a pas de limite physique à ça, mais qui empêche les voyages interstellaires, mais ce qui est sûr, c'est que c'est très difficile. Les deux premières catégories, on peut les appeler explications sociologiques. Ils ne désirent pas venir, ils ne se manifestent pas, etc. Donc, on ne peut rien dire. On ne peut pas faire de la sociologie des extraterrestres. Vous savez, on n'a pas rencontré de sociétés extraterrestres. Si on le fait, peut-être qu'on aura la réponse sur ce plan-là. Alors, la deuxième classe de réponses, c'est plutôt de type biologique. Ils sont rares parce que l'apparition de la vie et de l'intelligence est rare. Mais il y a aussi d'autres dangers biologiques, par exemple, vous voyez cette épidémie de Covid. Alors, le troisième, c'est la catégorie des explications physiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller assez vite dans notre exploration de la galaxie, et du coup, les autres civilisations ne peuvent pas non plus, ce qui explique pourquoi elles ne sont pas là. Là, on peut dire un peu plus de choses en tant que physicien, mais à nouveau, personne ne sait quelle technologie on disposera d'ici quelques siècles ou quelques milliers d'années. En tout cas, on peut traiter ces genres de problèmes sur le plan physique de manière quantitative. Dans les deux autres cas, c'est très impossible, c'est très difficile ou voire impossible. Et la dernière classe de réponses qui explique le paradoxe de Fermi, c'est qu'ils sont nulle part. Et nous sommes seuls. Mais comme je l'ai dit au départ, seul aujourd'hui ne signifie pas forcément que nous sommes uniques, que personne ne nous a précédés. Ne signifie pas premier dans le temps, forcément. Et là, c'est l'avis de pas mal de biologistes. Ernest Mayr est un prix Nobel de médecine, Stephen Jay Gould, un fameux biologiste qui est décédé, George Gaylord Simpson et d'autres, mais aussi de quelques astronomes. Je vous ai mentionné Hart, mais d'autres aussi pensaient la même chose. Alors, j'arrive à la fin de mon exposé et on peut se poser la question simplement, est-ce qu'ils sont? Je pense qu'on n'aura pas la réponse avant un bon bout de temps, mais je trouve ça très intéressant qu'on vit à une époque où pour la première fois ces interrogations de l'humanité très anciennes, on peut commencer à les affronter de manière quantitative. On peut
faire ça pour certains aspects du problème. Mais pour l'instant, malheureusement, pas pour ce qui concerne la biologie, le développement d'intelligence, etc. Seulement pour ce qui concerne la recherche de planètes habitables. Ça, c'est un énorme progrès qu'on a fait depuis 2 décennies et ça va continuer encore dans les années et les décennies à venir. Mais ça ne veut pas dire qu'on aura la réponse à ces problèmes. Il y a d'autres facteurs impliqués. Pour l'instant, on n'a aucune connaissance, aucune prise sur ces facteurs. Voilà, j'arrive à la fin de l'exposé et je voudrais mentionner aussi que le nouveau spectacle du planétarium, carte postale interstellaire, ici à la Cité de Sciences et de l'Industrie, est consacré justement à ce genre de questions. Voilà, ça c'est l'affiche de ce spectacle. Merci en tout cas pour votre attention. Merci.